Enregistré. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. D'abord, je voudrais vous présenter. Vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien Oui, bâtonnier du barreau de Paris et aussi oui, ancien président du Conseil national des barreaux. oui, Et en février 2020, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, vous a nommé président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme avec l'abréviation CNCDH. exact. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a été nommée en 1990 rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme. Et j'ajoute, ce qui est important, sur le racisme sous toutes ses formes. Oui, Vous venez de publier le rapport 2019 et le CNCDH veut, je cite, sur la base d'une analyse critique des politiques conduites et en s'appuyant sur les observations des organes internationaux, formuler une série de recommandations visant à mieux connaître. Une première question. Un instrument phare de votre rapport que vous consacrez surtout à la lutte contre le racisme anti-noir et contre la haine en ligne est cet indice de tolérance que je vais montrer aussi dans le film. Comment le calculez-vous et quel enseignement peut-on en tirer? je vais répondre, cher monsieur, à votre question, mais d'un mot seulement. Nous avons eu au sein de la CNCDH ce mandat du gouvernement de lutter contre le racisme et de faire un examen annuel de la lutte contre le racisme, et ce mandat date de 1990. Mais je voudrais simplement rappeler que la CNCDH, on dit ça pour être plus rapide, existe depuis 1947 et a été créée par René Cassin, un Français qui a été prix Nobel de la paix. Vous voyez que les racines plongent assez profondément dans l'histoire et qu'il nous a paru nécessaire de créer cet organisme dans les conditions que vous pouvez deviner. Alors effectivement, chaque année, nous arrêtons un rapport. Le rapport, cette année, je regrette, je ne l'ai pas sous la main, il fait 365 pages, une page par jour contre le racisme. Et Ce je vais rapport, montrer la couverture dans le très film. bien, bravo. Eh bien, ce rapport, donc, cette année, s'intéresse spécialement au racisme anti-noir, mais nous étudions toutes les formes de racisme et d'antisémitisme, qui est une forme grave de racisme aussi, nous le savons. Alors, vous m'interrogez sur l'indice de tolérance. L'indice de tolérance, c'est un mode de calcul pour savoir, pour déterminer comment les citoyens acceptent d'autres gens qu'eux-mêmes, comment ils reçoivent la présence, l'action, le voisinage avec des étrangers. Cet indice est un agrégat de données à partir de questions qui sont posées dans des sondages en face à face. Non pas des sondages par téléphone ou par Internet, mais des sondages en face à face, ce qui est beaucoup plus important, comme nous nous voyons nous-mêmes. Vous et moi en face à face, on sait que la relation à l'autre est différente. Eh bien, cet indice mesure la tolérance des citoyens par rapport aux autres. La tolérance maximum serait de 100%. Si l'indice arrivait à 100, cela voudrait dire que nous serions extrêmement tolérants avec tous les autres. Bien sûr, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. L'indice actuel évolue entre 67 et 68, l'indice général, c'est-à-dire un niveau assez élevé quand même. C'est-à-dire que la population française est somme toute, malgré des dérives bien sûr, assez tolérante avec les étrangers, avec ceux qui ont une apparence différente. Car en France, nous parlons de racisme contre de minorités, plutôt, de minorités visibles et invisibles. La minorité visible, ce sont les Noirs, les Jaunes, les Maghrébins éventuellement. D'autres minorités sont moins visibles, on ne les reconnaît pas en les regardant. Mais les Noirs, par la couleur de leur peau, sont une minorité visible et, je dirais plus loin,
l'espèce de paradoxe qui existe à leur égard, mais j'anticipe. Je reviens à l'indice de tolérance. L'indice de tolérance a été mesuré à l'égard de plusieurs populations. Je vous ai dit que globalement, il était de 66 ou 67, ce qui est bien globalement pour la France, mais ce qui est insuffisant bien sûr. Mais par exemple, à l'égard des Noirs, il est de 79. À l'égard des Juifs, identifiés comme tels, il est également de 79. À l'égard des Maghrébins, il descend. Il est de 72. À l'égard des musulmans, ceux qui ont une pratique apparente musulmane, des Maghrébins, mais pas seulement, il descend à 60. Et à l'égard des Roms, nous reviendrons, il est à 36. Oui, là, vous parlez de cette graphique que je vais aussi montrer dans le film. Exactement, je parle de ce Exactement. graphique. Oui. Exactement. Ce qui veut dire, par exemple, que les Roms ne sont pas bien tolérés. On y reviendra, je crois, dans les questions dont je sais que vous voulez me les poser. Les Roms ne sont pas bien tolérés, alors que les Noirs sont très bien tolérés. 79, c'est même un indice de tolérance supérieur à la moyenne globale, toute tolérance confondue. C'est une bonne chose. Mais voilà le paradoxe. J'arrive au paradoxe. Le paradoxe, c'est que les Noirs, bien qu'ils soient les mieux tolérés, sont pourtant les plus discriminés. Qu'est-ce que c'est la discrimination? C'est de faire une différence entre une personne anonyme dans la population et une autre qui fait partie de la minorité discriminée. Par exemple, en matière de logement, en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de relations quotidiennes, les Noirs sont sans doute plus discriminés. Comprenez l'exemple, un propriétaire veut louer un studio ou un 2 pièces à une personne. Il a des contacts et il va choisir les personnes entre celles qui ont le meilleur revenu pour s'assurer du paiement du loyer. Au moment où arrive la signature, celui qui avait le meilleur revenu arrive. Et la personne qui loue ou son agent immobilier va dire, lorsque cette personne est noire, « Ah, pauvre monsieur, je suis désolé, mais je viens juste de louer à une autre personne. » Ça n'est pas vrai, mais il ne veut pas louer à un noir. Voyez-vous, tolérance, oui, mais discrimination. Je voudrais revenir sur la tolérance pour dire qu'est-ce qui rend les Français tolérants à l'égard des étrangers, à l'égard des minorités. Lorsqu'on parle de racisme, c'est bien une question essentielle. La prédisposition à la tolérance dépend de facteurs multiples, mais principalement l'orientation politique. Vous devinez que les gens de gauche sont peut-être plus tolérants que les gens de droite. Le sentiment d'insécurité économique, la personne qui est en bonne sécurité économique est plus tolérante que celle qui est dans une situation économique moins favorable. La connaissance et l'expérience d'autres cultures. D'une manière plus globale, le niveau d'instruction, le niveau de diplôme. Les gens qui sont dans les catégories sociales supérieures sont souvent plus tolérants que les autres. Mais il faut dire aussi, pour être vraiment complet, que souvent, ces gens des catégories sociales supérieures sont moins confrontés que les autres au voisinage, à la cohabitation avec les minorités visibles. Voilà, je crois avoir répondu complètement à votre question sur l'indice de tolérance. Merci bien. Il y a un autre problème. Si nous parlons sur le racisme sous toutes ses formes, il y a aussi un racisme qu'on analyse avec l'importance du chiffre noir. Qu'est-ce que c'est ce chiffre noir? Alors, la notion de chiffre noir est une notion juridique, de sociologie juridique, voire de procédure pénale.
la notion de chiffre noir, de Schwarzschiff, n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Le chiffre noir, Die c'est Dunkelziffer. l'existence. Die Dunkelziffer. Donc, très bien. Dunkelziffer. Dunkelziffer, oui, chiffre sombre. Excusez-moi. Oui, très bien, mais nous sommes d'accord. Je dois améliorer mon allemand. Dunkelziffer. Et moi, mon français. Mais votre français est excellent. Non, non. Wo haben Sie Französisch gelernt? J'étais au lycée à Cologne et à Sciences Po. Ganz gut. Et à Bonn. Très bien. Donc, le chiffre sombre pour cette question de racisme, il existe dans toutes les infractions. La notion de chiffre sombre, qu'on appelait chiffre noir en France, est de dire il y a les crimes qui sont connus, poursuivis et condamnés, et les crimes qui sont inconnus. Autrement dit, parfois même des meurtres qui sont camouflés comme des morts normales, des vols qui ne sont pas révélés parce que la victime du vol ne se plaint pas, des viols qui ne sont pas révélés parce que la victime du viol ne se plaint pas, de toutes sortes. Donc, ça n'est pas lié au racisme, c'est lié au caractère inconnu d'infractions qui existent, mais qui ne sont pas déclarées par les victimes. Et quelles sont... Oui. Et quelles sont vos recommandations de la CNCDH pour lutter contre les chiffres noirs? Alors, elles sont simples et difficiles à la fois. Il faut que les victimes se plaignent plus souvent. Il faut que... Attendez, il faut que j'éteigne un téléphone là. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas, il y a un téléphone. Attendez, où est-il? Attendez. Il faut que les personnes se plaignent plus souvent, qu'elles osent se plaindre. Lorsqu'une personne est victime d'une infraction de racisme, lorsqu'on traîne une personne dans la rue de sale nègre, ou est-ce qu'on dit à une femme « c'est bien, mais si tu étais blanche, je préférerais que tu sois blanche ». Ce sont des insultes racistes au regard de la loi française, ce sont des infractions. Donc, premier point, il faut que les gens victimes se déclarent victimes de l'infraction. Ensuite, il faut bien sûr que cette déclaration de victime soit reçue par la police. Or, la police va dire « Écoutez, c'est pas grave, on vous a insulté, ça n'est pas grave, ça arrive tous les jours. On vous a traité de sale nègre, mais moi, on me traite de sale marseillais, par exemple. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Ensuite, il faut, une fois que la plainte soit enregistrée, elle vienne au tribunal. Et il faut que le tribunal condamne et que le tribunal sanctionne. Il y a aussi une question de preuve. Et si l'infraction raciste est verbale, la preuve est difficile. Donc, à tous les maillons de la chaîne pénale, il y a des déperditions. Et donc, il y a des infractions qui existent et qui ne sont ni révélées, ni poursuivies, ni condamnées. Je termine sur un point. Et vous espérez, oui. Vous espérez une vigilance plus accrue de l'État? Bien sûr, cette vigilance plus accrue de l'État par une meilleure formation des policiers, que les policiers écoutent et comprennent que ce soit une infraction qu'il faut enregistrer, qui doit être transmise au parquet du procureur pour qu'elle soit poursuivie, à condition bien sûr qu'il y ait les preuves. On va parfois achoper, on va, disons, échouer dans la poursuite de la procédure, faute de preuves. Mais si deux personnes arrivent et que l'une dit « j'ai vu que l'autre se faisait maltraiter », peut-être on aura un début de preuve. Dernier point, lorsque même l'affaire arrive devant le tribunal, les tribunaux ne sont pas assez sévères en matière de racisme. Je vous donne un chiffre. Dans toutes les infractions correctionnelles pour les délits
qui ne sont pas les crimes les plus graves. Le taux de relax des personnes qui sont amenées devant le tribunal est de l'ordre de 6 ou 7%. Une personne arrive et elle est condamnée à 93 ou 94% et elle est relaxée, libérée à 6 ou 7%. Lorsque c'est une infraction de racisme, le taux de relax monte à 16 ou 17%, 10 points de plus. Ce qui veut dire que les tribunaux ne sont pas sévères. Peut-être, et je suis avocat, et pas seulement président de la CNCDH, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de preuves. S'il n'y a pas de preuves, les tribunaux ne peuvent pas condamner. Mhm. Mais d'une manière générale, c'est insatisfaisant, d'où ce chiffre noir. Mhm. Les événements récents, la dénonciation du racisme ne vous surprennent pas? Non, ils ne me surprennent pas. La France a embrayé, si j'ose dire, pour employer cette image, sur l'histoire de George Floyd aux États-Unis, très rapidement parce qu'il y avait des histoires voisines en France. Mais je dois ici affirmer, en tant que président de la CNCDH, deux choses. Premièrement, la police française n'est pas raciste. Mais deuxièmement, il y a bien sûr des racistes dans la police française, comme il y a dans d'autres strates de la société. Il y en a peut-être à l'école, il y en a peut-être chez les avocats, il y en a peut-être chez les curés, il y en a peut-être dans les entreprises, sûrement. Donc, si je reviens à la police, il n'y a pas le drame qui existe dans la police américaine comme dans la police française. Mais il y a des dérapages, il y a des erreurs, il y a des fautes. Il y a par exemple la question du contrôle au faciès. Les policiers peuvent contrôler quelqu'un dans la rue. Il faut des conditions juridiques pour cela. Ou bien le contrôle est ordonné dans des situations d'urgence par le procureur de la République. Dans ce cas-là, rien à dire. Ou bien le contrôle est laissé à la volonté, à la décision de la personne de l'autorité policière, soit un officier de police, soit un simple agent de police. Mais même dans ce cas, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut contrôler quelqu'un que s'il y a un soupçon d'infraction, s'il y a une infraction qui vient juste d'être commise dans un espace proche, ou s'il y a une infraction et on pense que la personne en question est un complice parce qu'on l'a vu courir ou que je ne sais pas, quelque chose. Mais pourtant, malgré ces règles juridiques, souvent, il y a des contrôles qui sont orientés vers une couleur de peau différente, noire ou maghrébine, ou peut-être éventuellement asiatique aussi, mais les Asiatiques ne font pas beaucoup parler d'eux, ils sont tranquilles. Bon. Donc, il y a ces événements récents, il y a ces émeutes, mais je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent qu'on ne peut pas dire qu'en France, la police est raciste. Mhm. Les expressions du racisme anti-noir sont multiformes. Comment peut-on, selon vous, nous touchons déjà à vos recommandations, les combattre? J'ai déjà un peu répondu à cette question en expliquant comment il se manifestait, mais je vais revenir un peu en amont en disant que le racisme anti-noir est parfois un peu impensé. Ich weiß nicht, was Sie können die impensé übersetzen, hein, penser avant, before bedenken, quelque Ah, chose comme ça. Euh, euh, Autrement dit, parfois des personnes sont racistes sans s'en rendre compte, avec des réflexions, avec un comportement, et
si on leur fait remarquer qu'ils sont racistes, ils reculent en disant mais je n'ai pas voulu dire cela. Parce qu'il y a bien sûr le passé esclavagiste, mais l'esclavagisme n'est pas seulement la faute des populations blanches. On sait que les populations blanches européennes, on sait que les populations à la peau claire d'Afrique du Nord étaient aussi esclavagistes envers les Noirs et que même chez les Noirs, des tribus dites supérieures étaient esclavagistes envers d'autres tribus. Oublions tout cela et disons que la couleur de la peau est terrible, qu'elle crée une espèce de faux sentiment de supériorité. J'ai eu une expérience extraordinaire récemment. J'ai rencontré Madame Sibeth Ndiaye. Madame Sibeth Ndiaye est porte-parole du gouvernement français qui vient juste de démissionner le 3 juillet avec un nouveau ministère qui va apparaître. Madame Sibeth Ndiaye est une Française d'origine sénégalaise. Elle est noire, d'un joli noir. Elle est arrivée en France à l'âge de 16 ans. Avant, elle vivait au Sénégal dans une famille bourgeoise, avec de l'argent et de la culture française. Et tout allait bien. Elle arrive en France et en moins de 6 mois, peut-être dès les premières semaines, elle me l'a dit, elle a vu le regard des gens changer sur elle. Elle a vu dans les yeux des gens, elle a découvert qu'elle était noire. Elle ne se rendait pas compte avant. Elle me l'a dit quand j'ai rencontré le Premier ministre le jour de la remise du rapport, le 18 juin dernier. C'est une expérience personnelle que je rapporte pour l'avoir entendue. Alors bien sûr, on dira, s'il y a des Blancs au Sénégal, ils sont différents eux aussi. Mais le regard des Noirs sur eux n'est pas un regard qui les considère comme inférieurs. C'est un regard qui les considère comme différents. Ça n'est pas la même chose. Donc voyez-vous, ce racisme se manifeste, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens à ce que j'ai dit, sur le problème d'avoir un logement, le problème d'avoir un emploi, le problème d'avoir une éducation identique, le problème d'être regardé différemment lorsque vous êtes au restaurant ou au cinéma. Le problème se pose déjà dans le cerveau des gens qui n'intègrent pas le fait que l'homme, quand je dis l'homme, der Mensch, l'homme et la femme, l'être humain est le même, qu'il soit blanc, noir ou jaune ou rouge, ou autrement, ou maghrébin, qu'il soit normal ou handicapé, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit beau ou moins beau, qu'il soit difforme ou qu'il soit bien formé. Le terme race est appelé à disparaître de la législation française parce qu'il n'y a qu'une race humaine. Il y a des couleurs de peau différentes, mais il y a une seule race. Et donc, cette intention n'est pas une question juridique, mais c'est plutôt une sorte d'interpellation à l'adresse du ministre de l'Éducation, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une question d'éducation. Vous en parlez plus loin, je sais, dans les questions que vous voulez me poser. C'est une question presque un peu philosophique, transcendantale et d'éducation. Mais puisqu'on parle de l'éducation, les tout petits enfants qui vont dans les kindergarten, dans les écoles maternelles, comme on dit en France, et qui ont des petits amis noirs ou jaunes, mais ne font pas la différence. Ce sont des jeunes enfants ensemble. La couleur de la peau n'importe pas. Et c'est ensuite, en grandissant, que les stéréotypes racistes arrivent et que arrive d'abord une différenciation, puis une espèce de classement et une espèce de mésestime, pour ne pas dire plus, qui est effectivement fort dommageable dans nos sociétés occidentales. J'entends bien qu'il ne faut pas oublier
la civilisation européenne. Mais actuellement, de la même manière qu'en Allemagne, il y a une immigration turque, en France, il y a une immigration maghrébine de nos anciennes colonies d'Algérie, Tunisie, Maroc, Maroc étant un protectorat et pas une colonie. Et en fait, ceux qui sont les mieux intégrés contribuent à différencier la population française, mais s'y intègrent parfaitement. Le racisme est parfois aussi une question économique, de niveau social, de pauvreté. J'ai encore trois questions. D'abord, la haine en ligne dont vous soulignez sa dimension anonyme et virale a-t-il augmenté en 2019? Alors, là, nous parlons d'un sujet différent et intéressant. Oui, la haine en ligne a augmenté. La haine en ligne, c'est la facilité de l'anonymat, namenlos peut-être, personnes, qui sont voilà, des personnes qui, derrière l'écran de leur ordinateur, ne disent pas « je m'appelle un tel, Hansburger, etc. » Et je peux dire ce que je veux et je peux dire du mal, je suis tranquille, personne ne le verra. C'est terrible de penser que c'est en fait un petit esprit, c'est en fait, je vais dire, pusillanimité, petite âme, c'est une médiocrité d'esprit. Il n'y a pas de haine en ligne qui se révèle avec le nom de l'auteur, ou si nous en avons connu il y a longtemps, avant la guerre. Et cela a disparu, cela doit disparaître, cela doit avoir disparu. Maintenant, cette haine en ligne, bien sûr une haine raciste la plupart du temps, se manifeste à cause des réseaux sociaux, à cause de la facilité des écrans, et elle a augmenté, c'est vrai. Elle augmente, j'ai même des chiffres. Les signalements traités en 2018, les chiffres sont un peu anciens, étaient de 228 545. Hein? 2100. C'est énorme. Ce sont bien sûr des chiffres qui ont été relevés par des plateformes de signalement. Mais pour autant, les poursuites sont difficiles parce qu'il faut remonter l'anonymat, il faut essayer de trouver qui a écrit ces propos, parce que ces propos, du coup, ne sont pas des propos parlés, ce sont des propos écrits sur l'écran. Et donc, on peut essayer de les suivre. Mais les condamnations sont rares. Néanmoins, on note qu'entre 2018 et 2019, écoutez bien, 140% de signalements de haine en ligne en plus. 140%. Mais c'est considérable. Et c'est très triste et c'est très préoccupant. Comment faire pour cela? Eh bien, on croyait avoir trouvé la solution avec une loi, la loi Avia, du nom d'une députée d'origine africaine, française d'origine africaine, qui a proposé une loi sur laquelle la CNCDH a tout de suite montré des réserves. C'est curieux. Pourquoi des réserves alors que la loi s'attaque à la haine en ligne? Le but de la loi était bien sûr excellent et nous étions d'accord avec le but. Tout à fait honorable. C'est les moyens qui n'allaient pas. Les moyens laissaient aux plateformes, aux hébergeurs, aux plateformes de circuits en ligne, de réseaux en ligne, de réseaux sociaux, la décision de dire cela est raciste, cela est haineux, cela ne l'est pas. Or, ce n'est pas possible. Unmöglich, c'est le rôle de l'État de dire ce qui ne va pas, et pas de l'État politique, de l'État juridique, des tribunaux. Pourquoi? Parce que nous avons en France, depuis 1789, cette liberté d'expression qui correspond à un amendement de la Constitution des États-Unis, qui est peut-être le premier, je ne sais plus, mais qui en France
gouverne la société française, on peut dire, écrire et publier toutes les opinions avec l'exception des opinions terroristes, des opinions antisémites, des opinions racistes. Mais qui décide si ces opinions sont terroristes, antisémites ou racistes? Un tribunal, avec un procès, mit einem Urteil, Ja. pour Et que donc, vraiment ça soit jugé. Ça n'est pas la plateforme. et donc l'invalidation partielle par le Conseil constitutionnel. Cela nous a fait plaisir. Pour une fois, la CNCDH était suivie par le Conseil constitutionnel. C'est une victoire, triste victoire, mais une victoire quand même. Mhm. Permettez-moi de prendre une autre question. Il y a aussi un racisme et la discrimination dans le monde du travail. C'est vrai. C'est vrai, je l'ai abordé tout à l'heure, lorsqu'effectivement, dans le monde du travail, des personnes d'origine étrangère ne sont pas considérées comme elles devraient l'être par rapport à leur capacité. En réalité, la situation est soit brutale, refus d'embauche, une personne se présente à un emploi, elle a tous les diplômes qu'il faut, et le jour de l'entretien d'embauche, comme tout à l'heure, le jour pour louer Et un de loyer. logement, c'est pareil. Ah ben je suis désolé, le poste n'est plus disponible, je regrette, vous aviez toutes les qualités, mais je ne veux pas vous embaucher. Mais une fois que la personne est embauchée aussi, le risque existe de voir une différence d'appréciation, de voir qu'une personne de couleur sera moins bien traitée, moins bien avancée, moins bien promue dans son travail qu'une autre à cause de la couleur de sa peau. Il faut bien sûr s'en plaindre. Et vous pouvez demander, mais comment peut-on régler ça? Alors, on règle cela, il y a beaucoup de moyens, mais apparemment, tous ne sont pas très efficaces. Il y a la loi qui interdit les discriminations selon les origines. Il y a le règlement intérieur de l'entreprise, qui lui aussi doit, dans l'axe de la loi, suivre ses indications. Il y a ensuite le rôle du DRH, du directeur des ressources humaines, qui doit aussi veiller à l'avancement normal des personnes de couleur. Et puis, il y a le rôle exemplaire, le rôle du CEO, si j'ose dire, parlant à l'américaine, le rôle du chairman, du Vorsitzer, le rôle du président. Il faut montrer l'exemple, il faut dire, il n'y a pas de raison, à capacité égale, eh bien, traitement égal et promotion égale dans l'entreprise.